Alors, bonjour tout le monde. Ce soir, nous allons avoir une conférence de Madame Aurélie Campana, qui est professeure de sciences politiques à l'Université Laval. Le titre de la conférence va être L'impasse terroriste. Et avant de commencer, moi, j'ai quelques petites annonces. Euh, ben, euh, L'organisme qui organise cette conférence-là, c'est les Sceptiques du Québec, notre organisme. On est un organisme à but non lucratif. Notre mission, c'est d'aider les gens à développer leur esprit critique. On fait ça par des conférences comme ce soir, par la publication d'une revue, le Québec sceptique, et aussi avec notre site web que vous pouvez consulter à www.sceptique.qc.ca. Sur notre site web, vous pouvez retrouver le dictionnaire sceptique, Quackwatch, qui est une série d'articles sur les la médecine et les médecines alternatives. Il y a aussi divers articles et vous pouvez aussi vous connecter sur le forum sceptique pour échanger avec des gens qui aiment discuter de scepticisme et de sciences et de sujets reliés. Madame Campana est professeure titulaire de sciences politiques à l'Université Laval. Elle est directrice associée du Canadian Network for Research on Terrorism, Security and Society. Elle est membre de l'Institut québécois des hautes études internationales à l'Université Laval. Elle est membre du conseil du Centre international de criminologie comparée. Ses intérêts de recherche, c'est le terrorisme dans les guerres civiles, la diffusion de la violence et la violence politique, la radicalisation, l'extrême droite groupusculaire au Canada. Elle a publié plusieurs livres, entre autres, son dernier livre, c'est L'impasse terroriste, qui est le titre de cette conférence-ci. Elle a publié aussi sur l'islam, terrorisme et la déportation en héritage. Fait que j'ai mis ici à droite les pages couverture de ces livres. Et elle a publié plusieurs articles scientifiques aussi dans des revues comme Civil Wars, Studies in Conflict and Terrorism et quelques autres revues. Alors, j'invite Madame Campana à venir nous donner sa conférence. Merci Monsieur Bellet, merci de votre accueil, puis merci de m'avoir invité. Alors c'était pour la petite histoire une deuxième invitation. Donc je vais vous parler de cet ouvrage, L'impasse terroriste, violence et extrémisme au XXIe siècle, que j'ai rédigé à la fin de l'année 2017, qui a été publié en 2018 chez Multimonde, qui est un ouvrage de vulgarisation qui est appuyé sur une quinzaine d'années de recherche et un cours que je donne sur les terrorismes depuis 2007 ou 2008. Je vous avoue que j'ai un petit peu perdu la mémoire du début de l'enseignement de ce cours-là. Alors, une quinzaine d'années de recherche, comme la liste partielle des publications que Michel Bellet vous a montré tout à l'heure le laisse entendre, j'ai travaillé sur plusieurs formes de violence politique et je crois important de remettre en contexte ou de vous présenter en tout cas très très brièvement le parcours qui est le mien et qui va vous aider peut-être à mieux resituer mon propos par la suite. Donc j'ai travaillé sur plusieurs formes de violence politique. J'ai commencé à aborder la violence politique à travers la violence d'un État, l'Union soviétique, contre ses populations, et en particulier à travers ce que l'on a appelé les déportations massives, qui ont touché plusieurs communautés ethniques à compter de 1941 et jusqu'en 1944, donc en pleine Deuxième Guerre mondiale, des communautés ethniques, religieuses, considérées comme des ennemis potentiels devant l'avancée de l'armée nazie sur le territoire soviétique. Ce sont d'abord les Allemands de la Volga qui ont été touchés, puis au fur et à mesure que l'Union soviétique, avec l'aide des Alliés, a repris pied sur son propre territoire, l'Union soviétique a décidé de déporter plusieurs minorités, particulièrement plusieurs minorités musulmanes, qui résidaient sur les marges de l'Empire soviétique. Et il y a deux minorités dont on a parlé beaucoup récemment, qui ont été touchés par ces déportations, les Tchétchènes, dont je vais avoir l'occasion de reparler quelque peu, et les Tatars de Crimée, qui sont une petite minorité musulmane originaire de la péninsule de Crimée, qui est repassée sous le contrôle de la Russie pas plus tard qu'en 2014. Donc, j'ai travaillé sur les violences de l'Union soviétique à l'endroit de ces populations. Je me suis beaucoup intéressée sur la mémoire de ces violences politiques et ça m'a amené progressivement, au cours d'une thèse de doctorat, à rencontrer des Tchétchènes en exil
en France, en Belgique, en Allemagne, ailleurs en Russie qu'en Tchétchénie, parce qu'à cette époque, on est début des années 2000, la guerre fait rage en Tchétchénie, puis il était hors de question pour une femme occidentale de pénétrer sur ce qui était alors une zone de lutte contre le terrorisme excessivement contrôlée par l'armée russe. Il y avait la crainte, bien entendu, de se retrouver prise pendant des combats, mais je vous avoue que ma crainte principale était à l'endroit de ce que je vais appeler un petit peu vulgairement la soldatesque russe, qui n'était pas toujours sous contrôle de son commandement. Donc, je n'ai jamais mis les pieds en Tchétchénie, bien honnêtement, mais j'ai eu l'occasion de faire plusieurs dizaines d'entretiens auprès de Tchétchènes. Et en faisant des entretiens sur ce qu'était la mémoire enfin, ce qu'étaient les déportations massives, ce que sont les mémoires de la déportation, j'ai bien entendu été au contact de personnes qui m'ont parlé beaucoup de leur expérience de la guerre, des violences qu'ils subissaient aux mains de l'armée russe, mais également des violences que des groupes tchétchènes déployaient à l'endroit de l'armée russe et des populations russes. Et par le biais de ces enquêtes de terrain, j'en suis venue à m'intéresser à ce qui se passait en Tchétchénie, mais à ce qui se passait aussi ailleurs, au Caucase du Nord, au Caucase du Sud, et donc aux guerres civiles qui ont marqué cette région juste avant la chute de l'Union soviétique ou après la disparition de l'Empire soviétique. Et je suis entre-temps arrivée au Québec, j'ai élargi mon agenda de recherche à d'autres types de guerres civiles, et je me suis principalement intéressée à la question suivante. Pourquoi est-ce que dans certaines guerres civiles, certains groupes font usage du terrorisme, alors que dans d'autres guerres civiles, le terrorisme est très peu, voire pas du tout utilisé? Et ce sont des terrains, je suis une chercheuse de terrain à la base, je suis historienne de formation, mais j'ai dévié, dirais-je, vers la science politique ou vers la socio-histoire, telle qu'on la comprend dans un contexte académique français, lors de mon doctorat. Et je suis une chercheuse de terrain. J'aime faire des entretiens, des observations, bien entendu, non participantes sur ces sujets sensibles, pour essayer de recueillir la parole de personnes qui ont été directement ou indirectement impliquées dans ce type de réalité sociale et politique. Et au fur et à mesure que les choses se corsaient en Russie autour du conflit tchétchène, mais également en Crimée, mon terrain en Crimée s'est fermé un petit peu avant l'annexion de la Crimée par la Russie. Je me suis dit qu'il fallait peut-être que je commence à réorienter certaines de mes recherches, parce que faire du terrain dans un contexte de guerre civile devenait compliqué. Juste pour vous donner un exemple, j'avais un agenda de recherche qui comprenait en 2011 le Mali. 2012, les choses ont commencé à se dégrader. Janvier 2013, la guerre éclate au nord du Mali. Plus question de faire du terrain au nord du Mali pour une occidentale avec un passeport français et canadien qui se vend très bien sur place. Donc, ces terrains se ferment, se replient de plus en plus sur eux-mêmes, et de manière très pragmatique, j'ai décidé avec deux autres collègues criminologues de l'Université Laval puis de l'Université de Montréal, qui eux également faisaient face à peu près à la même problématique, c'est-à-dire comment continuer à faire de la recherche sur les violences politiques. On a décidé en 2013, à un moment où à peu près personne n'en parlait, de s'intéresser à l'extrémisme de droite au Canada. Vous allez peut-être considérer que c'est un revirement, ça l'est peut-être. En tout cas, c'est un positionnement pragmatique de notre part, parce qu'il fallait qu'on réoriente en partie nos agendas de recherche, parce que nos terrains de recherche se refermaient les uns après les autres. Mais on avait également cette idée de décentrer le débat sur l'extrémisme, sur la radicalisation, qui était vraiment uniquement orienté autour d'exemples tirés de l'actualité la plus saillante, la plus criante, qui concerne principalement ce que l'on a appelé l'extrémisme djihadiste ou le terrorisme djihadiste. Et on a eu envie d'aborder ces questions-là parce qu'on en a ressenti un besoin également scientifique à travers une autre étude de cas où la violence n'est pas forcément le mode d'expression, la violence physique, hein, j'entends, le mode d'expression le plus communément utilisé par ces groupes-là. Ce qui nous a amené à lancer et initier une enquête de terrain en 2013 qui s'est révélée particulièrement difficile, et beaucoup plus difficile qu'on l'avait anticipé. Je pourrais éventuellement en reparler lors de la période d'échange que nous aurons par la suite. Alors actuellement, je continue à travailler sur l'extrémisme de droite, particulièrement sur l'utilisation que ces individus, ces groupes font des médias sociaux. Et j'ai quand même maintenu un petit agenda de recherche sur les guerres civiles, et particulièrement sur la fluidité que l'on constate, la circulation des acteurs d'une catégorie à l'autre, entre acteurs criminels, acteurs insurgés, acteurs terroristes. Et je travaille principalement sur
sur le Mali, même si je n'y ai pas accès directement. Alors, ce petit détour par ma trajectoire me paraît essentiel, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, parce que ça va peut-être vous aider à resituer mon propos. Alors, je me définis comme une socio-historienne. Vous allez voir que j'aime faire de multiples détours par l'histoire. Je pense que c'est particulièrement important de s'intéresser aux processus que l'on étudie et de les replacer dans la longue durée. Contrairement à la majorité de mes collègues politistes nord-américains, je ne suis ni positiviste ni néo-positiviste, mais je me situe plutôt du côté constructiviste de la force et je développe une démarche qui est très largement basée sur des méthodes qualitatives et que certains vont qualifier d'interprétativiste. Alors l'ouvrage que je vous présente aujourd'hui, c'est un ouvrage de vulgarisation, mais destiné quand même à un public relativement averti. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'avait défini avec la maison d'édition, qu'on avait balisé les choses avec la maison d'édition quand Multimonde m'a approché. Et l'objectif, c'est de donner en fait, de fournir aux personnes qui voudront bien le lire des éléments de réflexion. Je ne prétends pas dans cet ouvrage apporter des conclusions définitives. Pourquoi? Parce que le sujet ou les sujets sur lesquels je travaille, les objets de recherche sur lesquels je travaille sont des objets éminemment contestés, y compris dans le monde scientifique. Il n'y a, et ça va ressortir à plusieurs reprises dans ma présentation, aucun consensus qui émerge aussi aujourd'hui dans la communauté scientifique au sujet, par exemple, de la définition du terrorisme, de la définition de l'extrémisme. Il y a des points de convergence entre différents auteurs, mais il n'y a pas de consensus. Et cette absence de consensus peut s'expliquer de différentes manières. Je dirais que là, il y a trois éléments qui méritent certainement d'être mentionnés. Le premier, c'est que ce que je vais appeler le champ d'études sur les terrorismes est un champ profondément immature, qui est récent, qui est né dans les années 70. Le terrorisme a commencé à intéresser les chercheurs dans les années 70, jusqu'à peu près dans les années 80, milieu des années 80. Et puis, pour des raisons principalement conjoncturelles, ça ne faisait pas recette à l'époque. Obtenir des subventions sur ce sujet-là était pas facile. Les chercheurs ont commencé à se désintéresser de ce sujet-là, puis il y avait assez peu d'événements terroristes, dirais-je, qui marquaient l'actualité. Bien entendu, c'est un sujet qui est revenu sur le devant de la scène scientifique à compter de 2001. Et depuis, dirais-je, il y a toute une industrie des publications sur le terrorisme qui s'est développée principalement aux États-Unis, beaucoup moins au Canada, en Europe de l'Ouest, quoique le Royaume-Uni je devrais dire les universités britanniques ont produit quelques chercheurs quand même et ont des centres de recherche particulièrement bien ancrés qui ont produit des recherches de qualité sur le terrorisme. Mais cette multiplication de publications, d'essais sont venus un petit peu brouiller les cartes dans la mesure où on a des experts autoproclamés, des chercheurs qui travaillaient sur tout à fait autre chose, qui ont commencé à publier sur le terrorisme et qui sont venus accentuer ce dissensus autour de la définition du terrorisme et autour des principaux éléments qui font débat à l'heure actuelle. Donc ça, c'est le premier élément d'explication. Le deuxième élément tient au fait que cet objet de recherche terrorisme a été saisi par de multiples disciplines, que ce soit la science politique, la sociologie, la psychologie, l'économie, le droit, et chaque chercheur y va en fonction de sa boîte à outils théorique, mais également des approches méthodologiques qui sont privilégiées dans sa discipline. Et jusqu'à relativement récemment, les chercheurs venant de différentes disciplines ne se parlaient que très peu. Il y a maintenant des initiatives interdisciplinaires au sein de centres de recherche qui émergent et qui permettent un dialogue beaucoup plus approfondi, mais ce dialogue reste encore à approfondir dans la mesure où on continue un petit peu malheureusement à évoluer en vase clos pour des raisons qui sont principalement structurelles et qui sont liées, à mon sens, du moins aux États-Unis, au financement de la recherche. Puis le troisième élément d'explication qui explique ce dissensus ou ce manque de consensus tient à la très forte politisation du terme de terrorisme. Je vais y revenir à de multiples reprises là encore.
puisque le champ est immature, puisque le terme est très, très politisé, il y a certains chercheurs qui ont développé des approches pragmatiques et qui vont répondre à des appels à projets émanant d'États et particulièrement des États-Unis, mais ça s'est vu aussi au Canada, qui vont décider, à la lumière des événements survenus depuis 2001, de financer massivement les recherches sur le terrorisme. Mais malheureusement, ce ne sont pas toujours, et ça c'est un point de vue que je pourrais défendre à partir de plusieurs articles que j'ai publiés. Ce ne sont pas toujours des articles, des recherches de qualité qui ont été publiées. Donc il y a un biais, enfin il y a de multiples biais dans ce champ d'études. Qui m'ont amené à m'interroger sur ce que j'ai appelé l'impasse terroriste. Alors, je vais vous présenter je vais dérouler plutôt ma présentation en quatre points principaux. Je vais revenir sur les postulats de départ qui m'ont amené à vouloir en fait rédiger cet ouvrage et qui m'ont amené aussi à l'organiser comme il est organisé. Je ne sais pas si vous avez eu le temps ou l'occasion de le feuilleter. Je sais qu'il est disponible en version PDF sur certains sites. Je reviendrai ensuite sur le terme d'impasse terroriste. Pourquoi est-ce que je considère aujourd'hui qu'on est dans une forme d'impasse? Dans un troisième temps, je m'arrêterai sur la définition du terrorisme et sur une proposition de définition, parce que puisqu'il n'y a pas de consensus, je ne prétends pas amener la définition qui permette de produire ce consensus, mais là encore, j'aimerais vous apporter un certain nombre d'éléments de réflexion. Et puis, si il me reste un petit peu de temps, je m'arrêterai pour finir sur les différentes expressions du terrorisme contemporain. Rassurez-vous, je ne vous parlerai pas que de djihadisme. Alors, quels sont les postulats de départ qui fondent ma réflexion? La première chose, et ça je le dis souvent à mes étudiants quand je commence mon cours sur le terrorisme, c'est que l'on constate, quand on s'intéresse un petit peu à l'actualité, quand on lit les discours de nos politiques, quand je dis nos politiques, c'est pas simplement au Canada, hein, quand on s'intéresse à ce que les politiques disent des groupes terroristes ou du terrorisme, un petit peu partout dans le monde, particulièrement dans le monde occidental, mais vous aurez compris aussi que je me suis particulièrement intéressée à la Russie, et puis un petit peu à l'Inde par le biais des lectures que je fais. On constate que quelle que soit la latitude sous laquelle on se trouve, les médias comme les politiques ont tendance à employer des qualificatifs et, dirais-je, des superlatifs qui nous poussent à envisager les phénomènes terroristes comme des phénomènes totalement inédits, qui ne trouvent pas d'écho dans le passé. Et quand on a une formation d'historienne, j'imagine que plusieurs d'entre vous ont peut-être fait des études d'histoire, en fait, je présuppose ça. Et quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire, on se rend compte que le terrorisme aujourd'hui n'est pas très différent du terrorisme du 19e siècle. Alors bien sûr, il y a des évolutions qui sont considérables et qui tiennent aux moyens que les groupes terroristes peuvent utiliser. Mais ce que je veux dire par là, quand je dis qu'ils ne sont pas différents, c'est que les groupes terroristes ou les groupes qui utilisent le terrorisme n'évoluent pas en apesanteur au-dessus des sociétés comme certains veulent nous faire croire. Ils sont enchâssés dans les sociétés dans lesquelles ils naissent, dans lesquelles ils évoluent, dans lesquelles ils interviennent par la violence. Et ils utilisent les moyens qui sont à leur disposition. Au 19e siècle, c'était l'emploi de l'explosif, d'un explosif artisanal. La propagande, elle se faisait par affiche. Si je pense aux groupes anarchistes qui, par exemple, ont commis un certain nombre d'attentats à Saint-Pétersbourg, à Moscou ou à Paris, la propagande par le fait, la propagande par l'action, c'était la violence, puis la propagande par le discours, elle se faisait non pas à travers les médias sociaux comme on le connaît aujourd'hui, mais par des affiches qui étaient placardées sur des murs, sur des arbres, pour appeler la population à la mobilisation, pour réveiller les masses, comme certains idéologues anarchistes le disaient. Aujourd'hui, bien entendu, l'ampleur de ce phénomène est tout autre, puisque les terroristes vont utiliser des moyens à leur disposition, que ce soit des armes, quoique si vous regardez les derniers attentats et si vous faites abstraction des attentats du 11 septembre, les moyens utilisés sont relativement rudimentaires et ne demandent pas des capacités très développées, l'emploi d'un couteau, d'un sabre, la confection d'une bombe artisanale, et malheureusement on peut trouver aujourd'hui la recette de la bombe parfaite sur internet. Donc il y a des évolutions,
mais il n'y a rien d'inédit. Mis à part peut-être l'ampleur, et c'est ça qui nous marque particulièrement. Mais ces groupes terroristes aujourd'hui, tout comme hier, sont des produits de leur temps et sont profondément enchâssés dans les sociétés qui les ont vus naître. Deuxième postulat qui m'a amené à réfléchir plus loin puis à proposer cet ouvrage, j'ai, comme beaucoup de chercheurs, été en fait, j'ai cherché à défaire, je le fais constamment auprès de mes étudiants et dès que j'ai l'occasion d'intervenir devant un public autre que mes étudiants, chercher à défaire le stéréotype qui aujourd'hui encore domine l'imaginaire collectif, particulièrement dans le monde occidental, mais c'est vrai aussi dans le monde russe, et qui associe de manière quasi automatique le terrorisme et le djihadisme, ou pire encore, dirais-je, le terrorisme et l'islam, ou le terrorisme et les musulmans. Vous aurez remarqué qu'à plusieurs reprises, je parle non pas du terrorisme, mais des terrorismes. Les terrorismes sont des phénomènes pluriels qui ont été utilisés à travers l'histoire par des groupes qui se revendiquent de mouvances idéologiques très diverses. Aujourd'hui, c'est vrai que le terrorisme d'obédience djihadiste domine, ce que je vais appeler la scène terroriste, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres types de terrorisme. Et pour illustrer mon propos, si je vous pose la question, d'après vous, quel type de terrorisme dominait en Europe en 2014-2015 ? Je suis quasiment persuadée que 90% d'entre vous me diraient c'était le terrorisme djihadiste, et je devrais vous répondre non, c'était un terrorisme d'inspiration nationaliste qui dominait alors en Europe en 2014 et 2015. Juste avant les attentats qui ont frappé Paris en novembre. Ces attentats-là sont venus quelque peu changer la tendance, mais pas de manière durable. Pourtant, cette violence nationaliste, comme la violence d'extrême gauche, la violence d'extrême droite, la violence des groupes qui se revendiquent anti-avortement ou qui se positionnent en défense aux droits des animaux, on en entend pour ainsi dire pas ou peu parler dans les médias, ce qui renforce le stéréotype qui relie le terrorisme au djihadisme. Et j'insiste beaucoup là-dessus, le terrorisme n'a pas d'identité, il est pluriel, ce sont des phénomènes pluriels. Certaines époques sont marquées par certaines formes de terrorisme. Aujourd'hui, comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est certainement encore le terrorisme djihadiste, quoique on observe un mouvement vers l'émergence d'un extrémisme de droite porteur d'une certaine forme de violence, terroriste peut-être, sûrement aux États-Unis. Troisième postulat de départ, et je l'ai mentionné tout à l'heure, qui m'a poussé à rédiger cet ouvrage, c'est que le terme de terrorisme, de tout temps, dirais-je, il a été politisé. Il sert, dans un objectif très moralisateur, à stigmatiser un ennemi, peut-être plus aujourd'hui qu'hier. C'est une évolution que l'on peut lire depuis le 11 septembre 2001. La moralisation est de plus en plus poussée. On entend les chefs d'État de différents pays occidentaux en user, voire en abuser pour appeler à la cohésion et au soutien ou au support face à certaines décisions comme des interventions extérieures, que ce soit en Afghanistan, en Irak ou pour la France au Mali plus récemment. Pourtant, c'est une moralisation à géométrie variable parce que cette moralisation, elle touche là encore principalement, ou elle cible principalement ce que je vais appeler le terrorisme djihadiste. Les propos ne sont pas tout à fait les mêmes, ou du moins formulés de la même manière, quand le terrorisme s'ancre dans d'autres idéologies, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche. Alors cet état d'exceptionnalité qui a été décrété, ou que l'on pense avoir été décrété en 2001, mais que l'on peut lire dans des interventions de chefs de gouvernement dans les années 90 et même avant, que ce soit en France, en Israël, en Allemagne ou ailleurs, elle a fini par conférer à cette forme de violence qu'est le terrorisme, et aux réponses que l'on doit lui donner selon nos États occidentaux, une signification particulière. Et ça engendre des stéréotypes, ça génère de la suspicion, principalement à l'endroit des populations musulmanes ou des communautés musulmanes. Et ce que je dis dans le livre à plusieurs reprises, c'est que cette réaction
parce qu'il s'agit bien souvent de réactions et non pas d'actions proactives, elle alimente une islamophobie croissante. La manière dont on traite le terrorisme, et ce qui m'a amené aussi à vouloir rédiger ce livre, amène à une redéfinition de la violence d'État. Nos démocraties sont encadrées par un certain nombre ou balisées par un certain nombre de normes. La violence y est, puis c'est un petit peu paradoxal parce qu'elle a peut-être jamais été aussi présente sous certaines formes. On la voit à la télévision. On parle beaucoup de violence policière, en particulier aux États-Unis, mais pas uniquement. Donc il y a une espèce de réticence ou de distance par rapport à la violence. Et pourtant, les réactions que les États ont produites ont contribué à redéfinir la violence d'État et les normes de ce qui était acceptable. Il n'y a qu'à penser à la construction du camp de Guantanamo par les Américains, à l'utilisation de la torture, des détentions arbitraires, de ce qu'on a appelé les vols secrets de la CIA, et j'en passe. Et la liste est encore longue. Elle n'incrimine pas uniquement les États-Unis, loin s'en faut. Alors voilà pour les principaux, ce qui a constitué, si vous voulez, mes principaux points de départ, des constats que j'ai établis à travers mes expériences de recherche, à travers une fréquentation assidue de la littérature sur le terrorisme et un intérêt beaucoup plus général pour la réponse que les États ont formulée. Puis à travers l'ouvrage dont je vous parle aujourd'hui, j'étais amenée à conclure, ou en tout cas à constater que nous sommes aujourd'hui dans une espèce d'impasse. Et l'impasse, elle se manifeste de plusieurs manières selon moi. Premièrement, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne reviendrai pas de manière très, très étendue là-dessus, mais on est vraiment dans une impasse dans tous les débats qui concernent la définition du terrorisme. Pourtant, si on n'a pas de langage commun, comment s'entendre sur ce qu'est le terrorisme et donc sur le type de risque ou le type de menace que cette forme de violence représente. C'est un constat que l'on fait depuis de très nombreuses années. Et je pense que l'utilisation abusive de ce terme par certains médias, certains politiques, il y en a qui parlent de terrorisme intellectuel par exemple, contribue à accentuer cette problématique particulièrement saillante. Donc c'est une première forme d'impasse de laquelle on n'arrive pas à sortir. Puis la communauté scientifique, dirais-je, ne trouve pas les clés ou la voie de sortie, tout simplement, pour les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure, qui tiennent à la politisation du terme, à la politisation également de certaines recherches sur le terrorisme et au cloisonnement disciplinaire qui marque ce champ d'études. On est dans une impasse également parce que depuis les années 90, et donc ça prédate les attentats du 11 septembre de 2001, nos États, et quand je dis nos États, ce sont principalement nos États occidentaux, sont plutôt placés dans une posture réactive. Et à chaque attentat terroriste qui vient marquer les esprits, ils vont adopter un ensemble de mesures, toujours plus contraignants, mesures qui vont s'ajouter les unes aux autres, qui sont d'abord définies comme exceptionnelles, puis qui sont petit à petit normalisées, jusqu'à instaurer, puis l'exemple de la France après les attentats de novembre 2015 nous le démontre bien, un état d'exception qui devient routinier. Et on est dans une chaîne d'action-réaction. Un attentat, une réaction, un attentat, une réaction. Alors, ce qui ne veut pas dire que les États n'ont pas tenté de mettre en place un certain nombre d'actions préventives ou curatives, mais force est de constater que c'est d'abord et avant tout la réaction dans la répression qui l'emporte, sans forcément se poser ce que je vais appeler, peut-être de manière un petit peu caricaturale, les bonnes questions. Et je vais revenir sur ce thème de bonnes questions tout à l'heure. On est en particulier dans une impasse parce que nos États dissocient ce qui se passe sur leur territoire de dimensions géopolitiques, de politiques également internationales dans lesquelles ils sont directement impliqués. On est dans une impasse parce que on considère que l'ennemi terroriste, le groupe qui frappe un État, vient de l'extérieur de la société et on a de plus en plus de mal, même si le vocabulaire a évolué, le langage a évolué depuis 2015-2016, à considérer que certains des individus qui vont commettre un acte terroriste sont issus des sociétés qu'ils frappent. On a eu plusieurs occurrences d'actes terroristes commis par ce qu'on a appelé des loups solitaires, que l'on veut influencer et qui sont influencés par des idéologies, prenons l'exemple du djihadiste porté par Al-Qaïda ou Daesh, l'État islamique, le soi-disant État islamique.
Mais ce sont des idéologies, on l'oublie souvent, que ces individus se sont appropriées, ont intégré à leurs croyances. Et on ne se pose pas la question pourquoi est-ce que ces idéologies ont pénétré nos sociétés. On ne se pose pas non plus toujours la question pourquoi est-ce que certains individus vont décider, non pas tout seuls dans leur sous-sol, de passer à l'acte, mais vont s'endoctriner quelquefois avec l'aide de proches et finir par basculer dans la violence. Parce que des individus qui fréquentent ces idéologies-là à travers les médias sociaux, il y en a beaucoup, je ne suis pas capable de les chiffrer bien entendu, mais il y en a, des individus qui passent à la violence, bien heureusement, ils ne représentent qu'une minorité, mais une minorité agissante et extrêmement violente. Or, aujourd'hui, nos États, on continue à les voir comme des personnes externes ou extérieures aux sociétés qu'ils frappent, alors que certains sont issus de ces sociétés. Impasse parce que nos États oublient bien souvent que les groupes terroristes qui vont agir sur les territoires des États occidentaux, qui vont influencer des individus qui vont passer à la violence sur ces mêmes territoires, sont des groupes terroristes qui sont nés et qui ont évolué dans un contexte de guerre civile. On a tendance à, ça rejoint un petit peu ce que je disais sur la dissociation entre ce qui se passe dans les États occidentaux et les dimensions plus géopolitiques, mais on a tendance à faire abstraction de cette réalité-là, alors qu'elle me semble particulièrement importante, particulièrement saillante. La réaction des États alimente également un certain nombre de stéréotypes, alimente des frustrations, alimente dans certaines communautés un sentiment d'humiliation qui peut, et ça de plus en plus de recherches le montrent. J'ai eu le plaisir de co-encadrer une thèse de doctorat qui devrait être soutenue très prochainement à l'Université de Lausanne, un étudiant qui montre que la frustration, des griefs politiques en particulier, sont un moteur premier de l'engagement chez des jeunes qui s'identifient à l'idéologie djihadiste, extrémiste de droite ou extrémiste de gauche. Ils se font, ces jeunes s'approprient un certain nombre d'événements qu'ils intériorisent, qu'ils font leur, qu'ils ramènent à leur propre expérience pour se retourner dans le discours, pour la plupart d'entre eux, contre l'État. Et quand je dis contre l'État, la recherche en question porte sur le Liban, le Canada et la Suisse, donc contre ces trois États-là. Et pour certains d'entre eux, ça peut aller jusqu'à justifier l'utilisation de la violence. Donc ces sentiments d'humiliation-là, dans certaines communautés, et quand je dis communauté, j'entends pas forcément communauté religieuse ou communauté ethnique, mais je vais plutôt parler de communauté d'appartenance ou de communauté idéologique, sont particulièrement prégnants. Impasse terroriste également parce que il y a un certain nombre d'angles morts dans les interventions des États, dans la lutte antiterroriste ou la lutte contre terroristes. Je ne sais pas si ça ressort de votre lecture, vous avez la même impression que moi, mais très souvent quand on parle de terrorisme, on parle de djihadistes, comme je l'ai dit tout à l'heure, puis nos États, nos gouvernements, devrais-je dire, ne pas réifier l'État, ont tendance à dépolitiser les actes terroristes parce qu'ils font de ce terrorisme un terrorisme purement religieux. Or, il y a derrière ces actes terroristes une idéologie qui justifie l'utilisation de la violence par des revendications qui sont principalement politiques. Et c'est une réaction stratégique de la part des États de dire ce ne sont pas des acteurs politiques légitimes, on ne discute pas avec les terroristes, on ne négocie pas avec des terroristes, donc on dépolitise leur action, on en fait des actions purement religieuses, on déplace finalement le débat sur le registre émotionnel, sur le registre identitaire, pour éviter d'avoir à adresser des questions qui sont beaucoup plus politiques et qui vont venir justement jouer dans des dimensions peut-être beaucoup plus géopolitiques, des doubles standards dont on a pu déjà discuter. On a également tendance, ça fait partie des angles morts, à occulter les différentes dynamiques qui marquent la naissance de ces groupes terroristes ou de ces groupes qui utilisent le terrorisme. Et vous voyez que j'essaye de faire une nuance, c'est pas toujours évident. Pourquoi je fais cette nuance? Parce que les groupes qui utilisent le terrorisme utilisent très rarement le terrorisme de manière exclusive. Ils utilisent en général plusieurs autres types de violences. Et ce qui est intéressant, à mon sens, de comprendre, c'est pourquoi à un moment donné, ils vont décider de basculer dans le terrorisme, tout en continuant bien souvent à utiliser d'autres types de violences. Il suffit de regarder ce que la fraction armée rouge en Allemagne, par exemple,
dans les années 70-80, particulièrement dans les années 70, a fait, c'était ils ont d'abord déployé une violence de type criminel pour financer leur action politique, donc des braquages de banques, avant de verser dans le terrorisme. Là, il y avait un séquençage qui a été justifié, en tout cas par la suite, idéologisé. Nos groupes djihadistes, pour la plupart, qui naissent dans des contextes de guerre civile, ce sont d'abord et avant tout des groupes insurgés qui, pour certains, vont tomber dans le terrorisme et qui, pour certains, vont utiliser le terrorisme comme un moyen d'exporter le conflit à l'extérieur de la région qui est traversée par une guerre civile. Et ça fait partie des angles morts, me semble-t-il, de la réaction de nos États. Et puis surtout, impasse parce qu'on est dans une spirale d'action, réaction, d'action, réaction, d'action, réaction, sans vision globale. On s'en va où avec tout ça? Regardez, les États-Unis, Biden a annoncé, ou l'administration Biden a annoncé un retrait définitif d'Afghanistan. Est-ce que la situation aujourd'hui est stabilisée en Afghanistan? Pas véritablement. La France ne sait plus quoi faire au Mali. Se retirer, c'est laisser l'État malien et les États voisins dans une situation sécuritaire particulièrement précaire, à un moment où le conflit se régionalise, gagne de plus en plus de régions au Burkina Faso, au Niger, alors que le conflit en Libye est loin d'être résolu, alors que des épisodes sporadiques de violence commencent à marquer d'autres États limitrophes du Mali. Donc, les États s'enferment dans des pièges sans solution à court, à moyen terme, voire même à long terme. On redéfinit la notion de victoire. Mission accomplie, on peut se retirer d'Afghanistan. Mais la mission a été très, très largement redéfinie sans forcément qu'une véritable solution ne soit apportée. Et quand je dis véritable solution, c'est pas simplement une solution à la menace ou au risque que posent ces groupes qui versent dans le terrorisme, mais également une solution en termes de stabilité, si ce n'est de paix, aux populations locales qui sont coincées en tenaille entre des groupes violents, extrémistes, terroristes et une intervention internationale. Alors voilà pour ce qui justifie, selon moi, ce terme d'impasse. Alors venons-en peut-être, puis l'ouvrage est monté peut-être, certains l'estimeront à l'envers, c'est-à-dire que je commence par qualifier cette impasse avant de rentrer dans les phénomènes terroristes, puis d'aboutir à la fin, le dernier chapitre propose une définition du terrorisme. Venons-en justement à ce que l'on entend ou ce que l'on n'entend pas par terrorisme. Et j'insiste énormément là-dessus, je ne propose pas une définition que je pense pouvoir faire consensus. J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de langage commun, que comme les autres chercheurs, je parle d'après la perspective qui est la mienne. Je revendique un petit peu de recul par rapport à ce type de recherche. Je pense que je ne vous aurais pas du tout fait ce type de conférence-là il y a 15 ans quand j'ai commencé à m'intéresser à la question. J'essaye d'adopter une posture la plus réflexive possible, mais je vous dirais que c'est pas toujours évident dans la mesure où c'est un objet particulièrement difficile à saisir. Donc il n'y a pas de langage commun. Et puis on est dans un contexte de politisation très importante, ce qui fait qu'on marche très souvent en tant que chercheur sur des œufs, d'autant plus que, comme vous le savez aujourd'hui, les interventions des uns et des autres sur les médias sociaux peuvent aboutir à des débats sans fin qui se déplacent bien trop souvent sur le registre émotionnel. Alors, pourquoi est-ce que... quelle est la perspective qui est la mienne dans la définition du terrorisme? C'est celle d'une socio-historienne qui a pour ambition ou pour volonté, en tout cas, d'essayer de proposer une définition qui permette de saisir la diversité des phénomènes terroristes. Je pense que il ne faut pas simplement baser notre compréhension de ces phénomènes-là sur ces expressions les plus contemporaines. Mais quand on essaye de faire ça, on se trouve souvent face à des obstacles qui peuvent paraître d'un prime abord insurmontables. Pourquoi? Parce que quand on porte un regard sur le passé, lointain comme récent, sur le présent, on se rend compte que plus on progresse dans la réflexion, plus on progresse dans l'analyse, plus on saisit la complexité qui marque
ce type de phénomène. Et un chercheur français a dit que, avec raison me semble-t-il, et je vais lui emprunter cette expression-là, a dit que le terrorisme est vraiment un phénomène scientifique qui résiste à l'analyse. Pourquoi? Parce qu'est-ce qu'on peut considérer, ou comment définir plutôt un attentat commis par les anarchistes dans un café à Paris en 1894 et les attentats du 11 septembre? Comment comparer l'assassinat horrible du professeur français Samuel Paty avec un attentat suicide commis à Gao au Mali contre des forces militaires? Comment comparer? Je pourrais décliner comme ça les exemples à l'envi. On saisit à travers un même contexte, un même concept, pardon, ces différentes expressions. Différentes expressions, différents événements terroristes qui sont le fait de groupes excessivement divers, voire d'individus qui vont se revendiquer d'une idéologie et que l'on qualifie souvent de loups solitaires, mais qui ne sont pas si solitaires que ça. Est-ce que, là encore, un attentat commis par Timothy McVeigh aux États-Unis à Oklahoma City, je ne sais pas si vous en avez la mémoire, en 1995, peut se définir de la même façon que, qu'est-ce que je vais prendre comme autre exemple pour tenter d'être crédible, un attentat commis par un loup solitaire à, je ne sais plus dans quelle ville de France, contre une église à l'ouest de la France. Est-ce qu'on parle de la même intensité de violence? Est-ce qu'on parle de mêmes objectifs? Est-ce qu'on parle d'un même ancrage idéologique? D'un même ancrage idéologique, non. Mais est-ce qu'on peut saisir sous un même concept ces différentes occurrences du phénomène? Et c'est un petit peu cette question que je me suis posée. Et en bonne politiste, du moins je l'espère, ça ce sera éventuellement à mes pairs de me le dire ou à vous de me le dire, j'ai tenté de saisir le terrorisme, ou je propose du moins de saisir le terrorisme comme une forme de déviance politique. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là le fait que, pour moi, le terrorisme, c'est une forme de subversion par la violence. La transgression, elle est normative, parce que l'acte terroriste vient remettre en cause un ensemble de normes, de balises, qui structurent aujourd'hui nos sociétés. Et dans les sociétés occidentales, c'est pas vrai dans toutes les sociétés, mais c'est particulièrement vrai dans les sociétés occidentales. Aujourd'hui, je pense qu'on a à peu près tous intériorisé le fait que l'État détenait le monopole de la violence légitime et que si on a un conflit avec nos voisins, on n'est pas censé le résoudre par la violence. Ça peut arriver, bien entendu, mais il y a des instances de médiatisation, des instances de judiciarisation qui permettent d'appliquer un certain nombre de normes et de résoudre un conflit. La violence terroriste, elle sert à remettre en question la légitimité de ces normes. Elle sert à bousculer les normes établies. C'est pour ça que je considère qu'elle constitue une forme de déviance politique et sociale vis-à-vis des règles qui encadrent, dans une société donnée, des comportements politiques. Et c'est pour ça que j'estime que la définition donnée il y a presque 15 ans de ça, maintenant 20 ans de ça, par un sociologue ou un historien, les sociologues et les historiens se le disputent, américain du nom de Charles Tilly, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, me paraît particulièrement pertinente. Charles Tilly nous dit que le terrorisme implique le recours à des moyens d'action qui sortent des formes routinisées de la lutte politique dans un contexte donné. Ce qui me paraît particulièrement intéressant dans cette définition, c'est qu'on revient à l'idée de déviance par rapport à une norme et qu'on contextualise cette déviance. Toutes les sociétés ne sont pas régies par le même type de normes. Toutes les normes ne s'appliquent pas à toutes les sociétés. Et je pourrais vous donner des exemples de sociétés que l'on appelle traditionnelles, dans lesquelles la violence, très encadrée, continue à rester légitime. L'acceptation de la violence terroriste ou de la violence tout court n'y est pas forcément la même que dans nos sociétés occidentales. J'y rajouterai à cette définition de Charles Tilly 2 éléments qui me paraissent particulièrement centraux.
La remise en question des normes qui dominent dans une société entraîne les groupes terroristes dans ce que j'ai appelé une concurrence de légitimité sur le plan politique. Parce qu'ils cherchent à remettre en cause une action de l'État ou l'État dans ses fondements mêmes. Donc, ils vont s'afficher, ils vont donner une visibilité à leurs revendications qui sont la plupart du temps politiques à travers un acte de violence qu'ils ont commis eux-mêmes, qu'un individu a commis au nom de l'idéologie dont ils sont porteurs. Et cette concurrence de légitimité, elle peut faire écho à un certain nombre de tensions sociales et politiques qui traversent l'État ciblé par la violence ou la scène internationale, les relations internationales. Donc, nos groupes terroristes, ils cherchent à porter atteinte à la légitimité d'un État, d'un gouvernement, d'une pratique ou de normes dominantes. Et deuxième élément qu'il faut, à mon sens, rajouter à la définition de Charles Tilly, ils ont des impacts psychologiques particulièrement importants parce que cette violence, elle déplace le débat sur les registres émotionnels, sur le registre psychologique. C'est particulièrement vrai, ça l'était déjà au 19e siècle, mais c'est particulièrement vrai aujourd'hui, à l'heure où les chaînes d'information continues vont la plupart du temps saisir en direct l'acte terroriste en train de se faire et vont nous le repasser en boucle pendant des heures, si ce n'est des jours. Alors, cette forme de violence, elle reste stratégique. Comme j'ai dit tout à l'heure, le terrorisme n'a pas d'identité. Elle est déployée à des moments donnés qui sont en général des moments tournants et souvent par des groupes qui sont minoritaires dans la mouvance idéologique dans laquelle ils évoluent. C'est particulièrement vrai dans les guerres civiles que j'ai étudiées, que ce soit en Tchétchénie ou au Sahel. Ce que l'on remarque, ce sont souvent des acteurs plus ou moins marginalisés qui vont chercher par l'utilisation du terrorisme à changer les règles du jeu, à rentrer en concurrence avec des acteurs plus modérés qui ont l'oreille de l'État qu'ils combattent, avec lequel ils sont en train de négocier. Les groupes plus radicaux refusent ces négociations-là et vont utiliser le terrorisme comme stratégie de subversion ou d'exportation du conflit à l'extérieur de la région touchée par une guerre civile. Ce qui est vrai pour le contexte tchétchène et malien l'est également pour d'autres contextes. Alors toutefois, nos groupes ne cherchent pas, nos groupes terroristes qui pratiquent le terrorisme ou qui vont inciter indirectement des individus à passer au terrorisme en diffusant leur idéologie aujourd'hui sur Internet et les médias sociaux ou à travers des recruteurs. Nos groupes, ils vont donc chercher à induire une transformation de l'ordre social, mais cette transformation est à géométrie variable parce que tous les groupes qui pratiquent le terrorisme n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Je distingue 3 types de groupes. Des groupes qui vont chercher à remettre en cause les systèmes d'autorité incarnés par l'État ou par une autorité établie, qui vont chercher souvent à remettre en cause l'État dans ses fondements mêmes. C'est vrai pour les groupes djihadistes que j'évoque depuis le début de ma conférence, mais c'est vrai aussi pour les groupes nationalistes qui défendaient en Irlande du Nord, au Pays Basque, en Tchétchénie ou ailleurs, l'option de la sécession par la violence et particulièrement par le terrorisme. Mais il y a des groupes qui ont un agenda que je ne vais pas forcément qualifier de plus modéré, mais disons de plus restreint, qui eux vont chercher à induire des transformations de l'ordre social sans forcément remettre en cause l'existence de l'État. Et il y a des groupes qui vont chercher à influencer les politiques publiques. Et là, je pense plus particulièrement aux groupes qui luttent contre l'avortement ou pour la défense du droit des animaux. Donc, on a une diversité de terrorisme que j'espère pouvoir saisir à travers cette proposition de définition et ces distinctions que j'amène, sans oublier que le terrorisme, il a une visée communicationnelle absolument centrale depuis le début de son utilisation jusqu'à aujourd'hui. Cette dimension est peut-être aujourd'hui renforcée par comment dirais-je, la disponibilité des outils que sont les médias sociaux. Le terrorisme, c'est une forme de théâtralisation de la violence.
On ne sait jamais quand un attentat terroriste va avoir lieu, où il va avoir lieu. Les cibles sont en général choisies de manière stratégique. L'objectif, c'est pas forcément de faire le plus de victimes possible. Ça peut être un objectif affiché par des groupes, mais c'est de marquer les esprits. Donc de cibler des endroits fréquentés, de cibler des endroits où on ne s'attend pas à ce que la violence éclate, et d'aboutir quelquefois à des résultats qu'on n'avait pas anticipés, comme l'effondrement des tours jumelles lors des attentats du 11 septembre 2001. Donc c'est une forme de violence qui s'inscrit dans un registre politique, idéologique, parce que la violence est dans l'écrasante majorité des cas justifiée par un système de justification ancré dans des comment dirais-je, des discours idéologiques qui quelquefois manquent de cohérence. Pour les avoir étudiés, que ce soit les discours d'extrême droite, de groupes violents ou des groupes djihadistes, je peux vous dire que ça manque de cohérence, que ce sont des discours qui s'abreuvent aux théories du complot, qui sont complètement redessinés à la faveur des objectifs que le groupe se fixe. Donc le registre politique, le registre idéologique est important, mais le registre émotionnel et psychologique l'est également, ou le sont également, puisque l'objectif, c'est de marquer les esprits pour faire passer un message politique. Monsieur Bellé, je ne sais pas de combien de temps je dispose encore. Je suis très bavarde, en fait. Je vous avais dit que je ne parlerais pas plus d'1 heure, mais je suis très bavarde. C'est un de mes nombreux défauts. Continuer, je n'ai pas de problème. Vous pouvez prendre un autre 15-20 minutes. Je vais peut-être essayer de limiter quand même une dizaine de minutes pour laisser le plus de place possible aux échanges. Alors, voilà pour ma proposition de définition du terrorisme. Alors, les principales expressions du terrorisme aujourd'hui, ce que j'ai appelé dans l'ouvrage les principaux avatars du terrorisme contemporain, je vous dirais que ça dépend un petit peu où ce qu'on regarde. Si on essaye de dresser un portrait global et on se penche sur la forme dominante de terrorisme aujourd'hui, c'est effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le terrorisme djihadiste qui domine, mais c'est pas un terrorisme qui frappe majoritairement les États occidentaux comme on peut en avoir l'impression, l'image, l'illusion à travers le traitement médiatique et le traitement politique qui est offert cette forme de violence. Le terrorisme djihadiste, il frappe majoritairement des pays à majorité musulmane. Et ce sont des populations musulmanes qui sont les plus durement touchées par cette forme de violence. Depuis le début de la pandémie, on n'en entend quasiment plus parler d'actions terroristes. Exception faite du terrorisme d'extrême droite aux États-Unis, exception faite de l'inscription de 13 nouveaux groupes sur la liste des organisations terroristes canadiennes il y a quelques semaines de ça. Mais vous n'avez pas entendu parler d'attentats, ou très peu en tout cas, d'attentats terroristes qui seraient survenus en Europe. Il y a eu l'assassinat de Samuel Paty en France, il y a eu d'autres petits attentats ou complots terroristes déjoués en Europe, mais on en a très peu entendu parler par rapport à ce que l'actualité nous reflétait. Mais si vous allez voir ce qui s'est passé en Irak, si vous allez voir ce qui s'est passé en Libye, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, bref, dans des pays qui ne sont pas toujours sur les radars de nos médias, de nos médias occidentaux, vous allez voir que le terrorisme reste d'une actualité criante pour ces pays. Donc oui, le terrorisme djihadiste continue à dominer ce que j'appelle la scène terroriste, continue aussi à constituer une menace pour certains de nos États occidentaux, particulièrement parce que certains groupes comme l'État islamique, qui n'est plus ce qui n'était, parce qu'ils n'ont plus de contrôle, ils ne contrôlent plus qu'une petite portion de territoire en Syrie, et encore, ils sont plus présents en Irak qu'en Syrie à l'heure actuelle, mais ils continuent à influencer par les discours qui circulent sur les médias sociaux, sur Internet, un certain nombre d'individus situés aux quatre coins du monde, y compris dans les pays occidentaux, qui pourraient devenir pour certains des menaces potentielles à la sécurité des sociétés, voire des États. Quand je dis que le discours continue à circuler, c'est un discours qui n'est pas forcément nouveau, mais ce que produisent aujourd'hui Internet et les médias sociaux, c'est ce que j'appelle une autonomisation des discours. Tout le contenu qui a été produit depuis 2014 par le soi-disant État islamique ou par Al-Qaïda, bien avant ça, continue à circuler
sur les médias sociaux. Si vous parlez 3 mots d'arabe, vous êtes capable de retrouver assez facilement un certain nombre de discours, avec quelques mots-clés en anglais également, avoir accès à des publications, des magazines, des vidéos, qui permettent d'alimenter des communautés de croyances particulièrement actives sur les médias sociaux. C'est vrai pour le djihadisme, c'est vrai également pour d'autres mouvances idéologiques, et l'extrême droite en est certainement un exemple aujourd'hui. Donc il y a une menace qui reste, dirais-je, je ne suis pas capable de la chiffrer, moi je ne fais pas partie des services de renseignement, je n'ai pas accès à ce type d'informations-là, qui reste, qui est jugée importante par nos États. À mon sens, cette menace, avant d'être transnationale, elle est locale. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, elle touche d'abord les pays qui sont confrontés à des guerres civiles ou à des instabilités politiques très fortes, et qui pourraient devenir des cibles de certains de ces groupes. Et je pense particulièrement à ce qui se passe à l'heure actuelle au Sahel, mais pas uniquement. Mais pas uniquement. Alors, il y a d'autres types de terrorisme dont on parle peu, dont on parle moins, qui restent d'une actualité brûlante. Je vous ai parlé du terrorisme nationaliste en Europe. Les choses se sont considérablement calmées au Pays basque espagnol, même s'il reste quelques groupes dissidents qui continuent à se dire opposés au dépôt des armes opéré par l'ETA, mais ils ne sont, à ma connaissance en tout cas, pas actifs en ce moment. Les choses tendent, excusez-moi, tendent par contre à se tendre quelque peu en Irlande du Nord en ce moment. Alors ce sont des violences qui ne sont pas terroristes, bien entendu, mais il faut savoir qu'il y a un certain nombre de groupes qui ont continué à utiliser de la violence, pas toujours terroriste, au cours des dernières années, et qui pourraient, dirais-je, reprendre du poil de la bête à la faveur de ce qui est en train de s'y passer. À côté de ça, on a une menace de plus en plus clairement identifiée par nos États, menace qui vient ou qui viendrait de groupes, de groupuscules d'extrême droite. Il faut savoir que le terrorisme d'extrême droite est aujourd'hui la forme de terrorisme qui domine aux États-Unis. C'est documenté. Alors, on peut toujours s'obstiner sur la définition que le FBI donne du terrorisme, je suis d'accord, mais il y a un certain nombre d'actions violentes qui ont été commises contre des lieux de culte, des représentants de minorités religieuses ou ethniques, des représentants de l'État fédéral, des représentants également des États fédérés, qui sont le fait de groupes, de milices d'extrême droite américains ou d'individus qui se revendiquent de cette idéologie. L'extrême droite est également en croissance dans les pays européens. C'est une extrême droite qui a un potentiel de violence dans certains États, en Allemagne, entre autres, en France également. Au Canada, on en parle beaucoup. Je pourrais répondre à des questions là-dessus lors de la période d'échange. C'est une mouvance également qui connaît une certaine forme de croissance, mais pour l'instant, on va se croiser les doigts. Certains groupes ont peut-être un potentiel de passage à la violence, mais ils représentent une extrême minorité, et en tout cas, ils ne sont pas sur mon radar à moi parce que je n'ai pas pu les approcher, tout simplement. L'extrême gauche, que certains chercheurs disent qu'il y a une radicalisation, comment dirais-je, croisée. Quand l'extrême droite est sur la montante, l'extrême gauche est également sur la montante. Alors c'est vrai qu'il y a une extrême gauche qui s'affirme de plus en plus. Il y a dans certains pays une préoccupation par rapport à la montée d'une extrême gauche violente. C'est particulièrement le cas en Grèce, c'est le cas également en Italie, en Espagne, où il y a toute une histoire de la violence d'extrême gauche. Je pense que la Grèce aujourd'hui reste le pays le plus marqué par ce type de violence-là. Et puis, il y a tout le faible bruit fait par des groupes dont on ne parle pas, ou on parle peu, qui vont se positionner pour défendre l'environnement, qui vont faire exploser des pipelines ou des gazoducs à droite ou à gauche, des individus qui vont également se positionner en défense aux droits des animaux, qui vont commettre un certain nombre d'actes qui sont qualifiés de terroristes par
les agences d'application de la loi. Donc, on assiste, me semble-t-il, à, en tout cas, pas une diversification de la menace, parce que cette menace diversifiée, elle existe depuis que on qualifie certaines actions violentes de terrorisme, mais peut-être à une prise de conscience que le terrorisme n'est pas que djihadiste, même s'il représente toujours aujourd'hui la forme dominante de menace identifiée par nos États, mais qu'il peut avoir d'autres expressions, d'autres incarnations. La polarisation de nos sociétés aidant, j'espère que je me trompe, mais je ne suis pas toujours très très optimiste sur l'évolution de nos sociétés et surtout sur, comment dirais-je, le fait que la violence a tendance à redevenir une norme là où elle ne l'était plus forcément et qu'elle peut donc ponctuer les interactions sociales. Et je ne parle pas forcément d'une violence terroriste, mais quand on commence à ouvrir les vannes, les barrières morales, les barrières psychologiques s'abaissent et c'est là où le risque de passage à une violence plus marquante, plus forte existe. En tout cas, l'histoire nous l'enseigne. Voilà, Monsieur Bellet, je pense que j'achèverai ma présentation sur ces considérations. Merci beaucoup pour la présentation.